remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur François-Michel Lambert est le premier inscrit dans la discussion générale pour le groupe Écolo pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles n'est pas anodine. Et les dynamiques territoriales qu'elle met en œuvre toucheront l'ensemble des Français dans le quotidien de leur vie. Mais autant vous le dire dès à présent, nous n'avons pas eu la grande loi que nous attendions et de nombreux points doivent être jugés comme négatifs. Toutefois, les métropoles, telles qu'elles sont créées par cette loi, permettront, nous semble-t-il, d'adapter la France aux réalités d'aujourd'hui, entre centralité urbaine et richesse rurale, et ce, dans une vision régionale forte. Alors, les régions, nous allons en parler, ainsi que d'autres sujets traités par cette loi. Mais abordons avant cela les points décevants, les points qui, pour certains, posent de vraies difficultés. La simplification des structures administratives, tout d'abord. Nous devons vous dire que, de ce côté, nous sommes franchement désappointés. En effet, entre une architecture administrative issue de la fin du XVIIIe siècle, basée sur la commune et le département, et une autre, moderne, datant de la fin du XXe siècle, basée sur des communautés de communes et des régions, cette loi ne permet pas de véritables choix face aux nouveaux défis posés par l'action territoriale. Le fameux millefeuille que nous connaissons ne sera donc pas simplifié par ce texte, à notre grand regret. On ne retrouve pas l'ambition et le souffle des lois de fer de 82 et elles n'empruntent pas suffisamment la voie entrouverte par la révision constitutionnelle de 2003 établissant l'organisation décentralisée de la République. Par ailleurs, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord en supprimant purement et simplement la création du Haut Conseil des territoires. Cette instance officielle de dialogue entre l'État et plus particulièrement le gouvernement et les associations nationales d'élus locaux était l'un des points forts de la campagne de François Hollande, qui s'était engagé à associer élus locaux dans la nouvelle étape de la décentralisation. Cette instance aurait dû favoriser la concertation en amont de la procédure législative et aurait aussi enrichi le travail parlementaire. Mais bon, brisons l'énumération d'une liste relativement longue de nos désaccords avec le texte tel qu'il devrait être voté aujourd'hui. Madame la Ministre, allons de l'avant. Et l'avenir de notre pays passera par ces régions. Il a été acté dès l'introduction de cette loi que les régions feraient l'objet d'un second volet de la loi sur la décentralisation. Soit. Nous avons entendu le Premier ministre qui a annoncé le 13 décembre dernier, à Rennes, que cette loi serait proposée au Parlement au mois d'avril prochain. Le Premier ministre s'est engagé à initier, et devrais-je dire enfin, une véritable décentralisation. Ainsi, la perspective d'une régionalisation se fait désormais plus claire, avec l'annonce de transferts de compétences nouvelles, l'exercice différencié de certaines compétences ou encore un pouvoir accru d'adaptation réglementaire donné aux régions en fonction des spécificités territoriales. Ces annonces sonnent bien, si je puis dire. Mais je le dis, le groupe écologiste sera extrêmement vigilant à ce qu'elles se traduisent dans la loi à venir. Car un constat s'impose. Tous les États de l'ouest de l'Europe, de taille comparable à la France, ont adopté soit un système fédéral où toutes les régions participent au processus normatif dans son entièreté, c'est le cas de l'Allemagne, soit il a été adopté un système différencié d'autonomie régionale pouvant s'appliquer à l'ensemble du territoire, c'est le cas en Espagne et en Italie ou dans une certaine mesure au Royaume-Uni. Il est en effet bon de rappeler ce qui est à l'œuvre chez nos voisins. La région partage avec l'État le pouvoir normatif et les assemblées ou parlements régionaux s'imposent en droit et en fait aux autres niveaux de collectivité, y compris les métropoles, et sans que cela ne soulève de contestation. Car si le fait métropolitain doit permettre d'organiser des fonctions essentielles, pour ne pas dire vitales, d'attractivité économique, il appartient au fait régional d'assurer une juste répartition des richesses, des services publics et, plus généralement, préserver le lien social sur l'ensemble du territoire dont il a la charge. Entendons-nous bien, ce que nous défendons, c'est bien que les métropoles doivent servir l'ensemble du territoire et que toutes les collectivités locales doivent tirer dans le même sens. Ceci étant précisé, notre groupe constate que la loi sur laquelle il nous est demandé de nous prononcer aujourd'hui liste clairement les compétences confiées aux conseils régionaux, à savoir la promotion du développement économique,
le social, le sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire. Et sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à nous écologistes, le Conseil régional doit assurer la préservation de l'identité régionale, ainsi que la promotion des langues régionales. Et ce, mais c'est une évidence, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Nous voyons également, avec satisfaction, qu'il soit mentionné dans l'article 3 de la loi que la région demeure chef de file sur la protection de la biodiversité, sur le climat, sur la qualité de l'air, sur l'énergie. L'intermodalité également et la complémentarité entre les différents modes, la région est le chef de file sur tous ces éléments. Je n'oublie pas l'enseignement et la recherche. Autant d'enjeux dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils dépassent largement la sphère métropolitaine. Le renforcement de la démocratie est une exigence permanente. Et en cela, la décision d'imposer le suffrage universel direct aux élections de 2020 est une avancée notable que nous saluons et nous remercions le gouvernement de nous avoir écoutés. Cependant, le suffrage universel direct pour toutes les élections est bien une exigence portée depuis toujours par les écologistes, soucieux de lier les citoyens au projet de leur territoire et aux élus appelés à les porter, soucieux finalement de lier le peuple à la direction de son destin commun. Mais l'arbitrage de la commission mixte paritaire a introduit un biais législatif sur le suffrage universel direct et nous le dénonçons. Ici aussi, le groupe écologiste saura se montrer extrêmement vigilant, car jamais nous n'accepterons l'émergence de métropoles semblables à de vastes ensembles technocratiques au sein desquels les décisions touchant plusieurs millions de personnes, représentant des budgets colossaux, seraient prises par une oligarchie d'experts, de fonctionnaires et un mode électif qui ne permet pas d'avoir à chaque élu reçu le mandat direct de ses habitants. Les débats sur la métropole de Paris ont permis des avancées. Divers points mériteraient d'être améliorés, qu'il s'agisse de l'intégration des départements dans la métropole, de l'équilibre entre les EPCI actuels et la future métropole, ou d'une meilleure répartition des rôles entre la région Île-de-France et la métropole. Rappelons que certains de nos amendements ont permis d'avancer, notamment celui relatif au logement, à la circulation dans Paris, soutenu par tous les élus parisiens, ce qui témoigne des attentes de ceux qui veulent assumer localement leurs responsabilités. Cependant, les avancées pour la métropole de Paris sont encore insuffisantes, voire biaisées. La métropole de Lyon apporte les réponses à un certain nombre d'interrogations et offre une perspective intéressante que nous aurions aimé voir appliquée à des territoires comme l'Alsace ou le Pays basque. Quant à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui, il faut bien le reconnaître, a été décidée et bloquée dès le Sénat en première lecture, nous regrettons qu'il ait été impossible de l'enrichir. Cependant, les décisions essentielles sont lancées. Ce territoire qui n'a pas su mobiliser collectivement autour d'atouts remarquables dont chaque commune porte une part, qu'il faut protéger, dispose à présent d'une feuille de route, d'un horizon collectif, d'une ambition, celle de devenir ce territoire remarquable, ce territoire de référence en termes de transition écologique, de gouvernance moderne, et j'ai envie de rajouter de gouvernance moderne et apaisée. Ce territoire a tout pour réussir. Vous nous en donnez en tout cas les moyens grâce à la mission de préfiguration que vous avez instituée autour du préfet Laurent Théry. Grâce à ce débat public, dont demain nous aurons la deuxième édition de la conférence métropolitaine, mais qui durera sur 2 ans, ce débat public sur lequel vous vous êtes engagés et qui permettra aux citoyens du territoire de s'emparer du projet, parce que nous avons besoin de tous les citoyens pour enrichir et sans attendre avancer sur cette future gouvernance. Ce faisant, vous permettez à tous, qu'ils soient élus ou citoyens, de construire ensemble l'avenir de notre métropole, Aix-Marseille-Provence, un avenir d'ambition. Et j'appelle à tous les élus, les forces sociales, les forces économiques, les citoyens de ce territoire, à saisir cette chance, à sortir de nos guerres de clochers pagnolesques, et de devenir ce territoire de référence d'un nouveau modèle de développement. Au vu de toutes ces avancées, mais aussi sur la décentralisation, mais les manquements, voire les inquiétudes sur les métropoles, notamment ce suffrage universel direct, le groupe écologique s'abstiendra
décision prise après la commission mixte paritaire. Nous voulons quand même, avec force, rappeler que nous serons toujours au rendez-vous d'une décentralisation ambitieuse, de responsabilisation des acteurs locaux, validée par un réel suffrage universel direct. Je vous remercie, Madame la Ministre, mes chers collègues. Merci, Monsieur